Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'École du Futur, ravi de vous retrouver. Voici le programme du jour et on va commencer bien sûr par notre focus. Comment utiliser au mieux les écrans à la maison? Quelles sont les règles à adopter? Les conseils à suivre aussi pour un usage maîtrisé du numérique au sein des foyers. Quelques-unes des questions que se pose toujours et encore notre partenaire, le Clémy, avec sa série La famille tout écran, dont on découvre un nouvel épisode dans un instant. Et puis il est avec nous et c'est toujours un immense plaisir lui aussi de le recevoir. Benoît Grunemwald, bonjour. Bonjour. Bienvenue à nouveau. Quel va être l'objet de votre chronique aujourd'hui? On va faire une rétrospective des fuites de données en 2024. Important, effectivement. On en parle dans un instant. Merci beaucoup. Et puis, c'est notre sujet du jour. C'est la journée aujourd'hui internationale de l'éducation. Une journée importante que la rédaction a souhaité placer sous le thème de l'égalité femmes-hommes dans la tech pour cette émission. Alors aujourd'hui, on va se poser une question essentielle avec notre invité. Vous allez le voir, comment construire un monde professionnel où les jeunes filles osent choisir des métiers qui, jusqu'ici, leur semblaient inaccessibles. Alors que la tech et les sciences façonnent notre avenir, elles restent encore dominées par les hommes. Comment changer cela? Comment donner surtout envie aux jeunes filles de rêver en grand? On en parle avec notre invitée parce qu'elle connaît ces sujets par cœur. Valérie Brusseau, bonjour. Bonjour Philippe. Soyez la bienvenue sur le plateau de l'École du Futur. On est ravis de vous recevoir. Vous êtes la présidente d'Elle Bouge. On en parle dans un instant, juste après le focus. D'abord, donc, focus aujourd'hui sur une utilisation saine et maîtrisée du numérique au sein des foyers avec notre partenaire, le Clémy, et tout de suite un nouvel épisode de sa série La famille tout écran. Il fait quoi là? Il a décidé de vous emmener en balade dans la forêt. Je sais pas si on se reverra un jour. Oh. Alors, normalement, le nord, c'est par là. Ou par là. Papa, on peut utiliser nos téléphones. On a une appli pour ça. Pas de téléphone, on les laisse dans les sacs. J'ai entendu un colibri à col rouge. Mes oreilles sont affûtées comme des silex. Allez, viens avec moi. Ah, regardez. La nature nous offre plein de ressources. Non, faut pas le toucher. Si j'avais mon téléphone, je pourrais utiliser une appli pour les identifier. Ça nous éviterait de prendre des risques. Bon, ok, on les mange pas. Mais je garde vos téléphones. Allez, venez avec moi. Vous avez vu? Comme c'est beau. T'avais raison, papa. C'est magnifique. Ouais, mais ça se mérite. On va se faire un selfie. Les vacances sont le moment propice pour déconnecter. C'est la période idéale pour changer ses habitudes et s'éloigner des écrans. Privilégiez les moments de partage en visitant, en jouant à des jeux de société, en vous changeant tout simplement les idées. Cette balade m'a fait un bien fou. Ah bon? T'as fait quoi? Rien, justement. Et allez, du numérique à la tech, il n'y a qu'un pas et on va parler justement du rôle des jeunes filles dans ce monde. Pourquoi en 2025, les filles sont-elles encore si peu nombreuses à se diriger vers des secteurs d'avenir? Par secteur d'avenir, j'entends bien sûr ceux de la tech, du numérique, des sciences ou encore de l'ingénierie. Qu'est-ce qui freine justement l'égalité des chances? Comment inspirer, motiver, accompagner aussi ces jeunes filles dans ce chemin à l'heure des choix d'orientation en ce début d'année? Autant de questions qu'on pose à notre invité dans la première partie du talk. Notre invitée donc aujourd'hui pour nous en parler, Valérie Brusseau. Je rappelle que vous êtes la présidente d'Elle Bouge. Alors Elle Bouge, on a l'impression de vous connaître par cœur parce qu'on vous reçoit régulièrement ici sur ce plateau de l'École du Futur. Et cette année, en 2025, gros événement, vous fêtez vos 20 ans. 20 ans d'action auprès des écoles, auprès des entreprises, auprès des écoles supérieures aussi et des universités. Et puis bien plus encore, quel regard justement, Valérie, vous portez sur ces 2 dernières décennies d'action? Alors effectivement, l'association Elle Bouge, fondée il y a 20 ans par Marie-Sophie Pavlak, c'est donc cette association qui vise à susciter des vocations scientifiques et techniques auprès des filles, à les inspirer, à parler des métiers de manière à ce qu'elles rejoignent les métiers de la tech, les métiers des carrières, des secteurs scientifiques, techniques, ingénieurs, techniciennes. Et donc cette association, cette année, ce qu'on porte, c'est qu'une association qui grandit. Cette année, nous avons touché plus de 45 000 filles. Nous avons fait plus de 1000 événements.
Elle bouge, c'est plus près de 14 000 marraines qui sont des femmes, ingénieures, techniciennes en poste qui viennent parler de leur métier. Elle bouge, c'est 350 entreprises et c'est près de 2000 établissements d'enseignement supérieur. Et tous ensemble, nous agissons sur le terrain afin de susciter des vocations scientifiques et techniques. Et Dieu sait qu'il y a à faire, puisqu'au cours de notre enquête nationale, qui a été publiée à l'automne dernier, eh bien, il y a 83% des filles qui subissent encore des stéréotypes, qui ont été confrontées à des stéréotypes durant leurs études, et 163% des étudiantes en sciences ne veulent pas aller dans l'industrie. Donc il y a encore tout à faire. Il y a encore un peu de boulot, effectivement. Bon, en tout cas, on vous souhaite tout le meilleur pour ces 20 prochaines années. Vous avez parlé de cette enquête dont on s'était fait l'écho avec Amel Kefif, à l'époque directrice générale d'Elle Bouge. C'est vrai que les stéréotypes de genre influencent souvent les choix de carrière des jeunes. Vous le constatez, j'imagine, au quotidien dans le cadre de vos interventions. À quel moment spécifique de leur parcours ces stéréotypes deviennent-ils quelque part les plus critiques ou influencent-ils le plus ces jeunes filles ? Alors, il y a un premier pas qui est autour de comment on fait son genre, autour des 7-8 ans. C'est pour ça que Elle Bouge agit, non, Elle Bouge en primaire, et on pourrait y revenir. Et le deuxième élément clivant, c'est au niveau des choix d'orientation. Donc là, on est au moment de Parcoursup. Donc, entre le collège et le lycée, est-ce qu'on va plutôt vers du scientifique? Est-ce qu'on va plutôt vers du littéraire, du commerce? Donc, c'est ce deuxième moment. Et d'ailleurs, nous, au moment de Parcoursup, nous avons le réseau Forum et Carrière, qui est un réseau entièrement digital, une plateforme que l'on met à disposition des étudiants pour qu'ils puissent aller choisir des stages, éventuellement des offres d'emploi, mais surtout des stages, afin justement d'orienter ses choix. Et donc, c'est ces deux âges qui sont les plus clivants. Et alors, dans cette journée justement internationale de l'éducation, il y a aussi une question qu'on peut se poser et qui m'intéresse justement de vous poser à vous. Qu'est-ce qui manque encore dans le système éducatif aujourd'hui, Valérie, pour garantir l'égalité des chances, l'égalité des filles et des garçons dans l'accès au métier STEM ? Alors, pour vous répondre, je vais focuser sur une des mesures phares issues de notre enquête. L'orientation est-elle genrée? Et nous avons 4 grandes recommandations, dont l'une à l'attention du ministère de l'Éducation nationale. Aujourd'hui, ce que l'on constate, c'est qu'évidemment, sans aucune mauvaise volonté, les professeurs ne vont pas enseigner de la même manière les mathématiques, les sciences, la biologie aux petites filles ou aux petits garçons. Les professeurs vont plus naturellement interroger les petits garçons. Donc notre recommandation, c'est justement que les enseignants, dès leur parcours initial, dès leur formation initiale ou en formation continue, aient justement un module de sensibilisation à la déconstruction des stéréotypes de genre, de manière à ce qu'ils puissent délivrer une formation beaucoup plus inclusive. Ce qu'on voit aussi dans cette étude, et on en parle régulièrement ici sur ce plateau, vous en faites l'écho aussi, Benoît, régulièrement dans vos chroniques, c'est que toutes les filles n'ont pas le même accès non plus, n'ont pas la même vision de ces métiers-là, de la technologie, des sciences, du numérique, notamment les filles des milieux ruraux. Pourtant, c'est là aussi que vous agissez, parce qu'elles bougeaient partout en France, et même au-delà de la métropole. Comment on fait pour toucher justement ces jeunes filles spécifiquement qui sont encore plus éloignées de ces métiers-là ? Alors, Elle Bouge, c'est effectivement 26 délégations, à la fois en France et dans les territoires d'outre-mer. Et les filles dans les territoires ruraux, elles ont un double syndrome de l'imposteur. Déjà, le syndrome des sciences qui n'est pas évident, mais en plus, le fait qu'elles n'ont pas forcément accès à toute l'information. Et vous avez devant vous un pur produit de l'ascenseur social. Moi, je suis une fille d'agriculteur. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh bien, il faut trouver des rôles modèles, ce que je n'avais pas moi à l'époque. C'est pour ça que bienvenue à Elle Bouge, parce qu'avec Elle Bouge, on va au cœur des territoires, on va déclencher des vocations, on va inspirer, on va parler de nos métiers, et c'est bien dans cette projection dans nos métiers qu'on va pouvoir susciter et aller encore chercher au cœur des territoires ces jeunes filles qui ont le double syndrome, en fait. C'est intéressant ce que vous disiez sur les rôles modèles, parce que on a un certain nombre d'invités qui viennent justement nous présenter leur parcours, qui sont quelque part des rôles modèles d'une manière ou d'une autre. Vous disiez que vous n'en aviez pas quand vous étiez plus jeune. Est-ce qu'aujourd'hui vous en avez trouvé une ?
Alors moi j'en ai trouvé plusieurs au cours de ma carrière, déjà des personnes dans mon milieu professionnel, des femmes inspirantes, et puis après il y en a bien sûr dans la société civile. Alors, ce qui est intéressant aussi, on en parlait il y a un instant avec vous, Valérie, dans cette recommandation que vous avez, ces recommandations, les 4 recommandations que vous avez émises auprès du ministère de l'Enseignement national, de l'Éducation nationale, ce sont celles sur les jouets éducatifs que vous êtes venus nous présenter il y a quelques mois, qui jouent, c'est vrai, un rôle clé dans l'apprentissage précoce, aussi dans la formation des stéréotypes chez les jeunes filles et chez les garçons. Quel progrès vous avez constaté, si vous en avez constaté, concernant justement la dégenrisation des jouets? Alors, Elle Bouge a signé justement cette charte pour avoir des jouets équitables entre les petites filles et les petits garçons. En fait, force est de constater que la progression est quand même assez faible. On était au jour de Noël. Aujourd'hui, c'est la journée de l'éducation. Il y a quelques mois, dans les rayons, on voyait les garçons, les petites filles, les poupées, les autos. Même si ça évolue encore trop peu à notre sens, et c'est pour ça que Elle Bouge intervient en primaire, dans les classes de CM1, autour d'un jeu pour déconstruire les stéréotypes. J'allais vous dire comment ça se passe justement quand on est au primaire. Alors, comment ça se passe ? Eh bien, il y a des marraines qui sont des femmes en poste, qui viennent dans la classe. C'est un véritable projet éducatif. On réunit les petites filles et les petits garçons. On leur pose la question, est-ce qu'il y a des métiers d'hommes ? Est-ce qu'il y a des métiers de femmes ? Dans un premier temps, les petits garçons vont prendre très vite la parole, puis on les sépare, on repose la question uniquement avec les petites filles, donc on déconstruit les stéréotypes, et ensuite on remet la classe ensemble, et finalement, ils ressortent en fin de matinée en se disant il n'y a pas de métier de fille, il n'y a pas de métier de garçon, il y a des métiers tout court, et donc cela permet aux petites filles d'aller explorer leur potentiel et leur appétence pour les maths, la physique, les sciences. Et on remet le soir, dans le carnet de correspondance, une note à l'attention des parents pour justement expliquer ce que c'est la construction de ces stéréotypes et surtout ce que c'est que la déconstruction de ces stéréotypes. Et ensuite, on les emmène en entreprise et là, ils découvrent en vrai l'industrie. Ouais. Benoît, vous recevez de temps en temps des jeunes filles, justement, dans le cadre de vos fonctions. Est-ce que c'est quelque chose qui est important, selon vous, justement, que les jeunes filles elles puissent se projeter aussi en voyant de manière concrète ces métiers du numérique, de la tech et oui, dans votre cas, de la cybersécurité? Oui, complètement, que ce soit des stages ou des alternances, mais également en CDI, on essaye d'ouvrir au maximum à tous les profils les postes qui sont chez nous, et je pense notamment à des personnes qui sont dans la cybersécurité et dans l'analyse des menaces qui sont chez nous à la fois en France mais aussi à l'international et qui prennent en plus la parole, ce qui est un élément parfois compliqué, c'est-à-dire qu'on peut avoir des compétences mais avoir du mal à prendre la parole, et j'ai l'impression que c'est quand même plus souvent chez les femmes que chez les hommes, donc on les accompagne pour ça, notamment on a un bon podcast qui est présenté par une femme et qui est très technique, très intéressant. Et ben voilà, comme quoi il n'y a pas de petites actions pour justement faire la promotion des jeunes femmes et des jeunes filles dans la tech. Justement, on va en parler parce que les chiffres montrent une légère augmentation de la présence des femmes dans la tech ces derniers mois, mais cette progression elle est encore bien trop lente. Qu'est-ce qui freine justement cette évolution selon vous? Parce qu'on peut se dire qu'il y a une construction sociale qui est faite à l'école quand les enfants sont jeunes, qu'il y a une pression parentale quelque part aussi. Plus les jeunes filles grandissent, plus... Est-ce que c'est la société justement qui prend ce rôle-là? Alors, il y a effectivement des biais sociétaux, un genre sociétal, mais il y a aussi le métier en lui-même. Aujourd'hui, une intelligence artificielle générative, c'est quoi? C'est des protocoles, c'est des algorithmes qui sont conçus par des personnes et qui apprennent via le machine learning des machines à répondre à la place de l'homme en les entraînant. Et la construction de ces algorithmes, c'est fait par l'humain, c'est fait par des hommes et par des femmes. Et donc, moi, j'ai jamais vu un algorithme refuser de répondre ou d'entraîner une machine parce qu'il avait été conçu par un homme ou par une femme. Donc, il y a cet aspect aujourd'hui à démystifier et dire que l'intelligence artificielle, elle est aussi faite pour les femmes. Et il y a un deuxième aspect qui est un aspect sociétal. Quand on apprend du machine learning, donc de l'intelligence artificielle générative, des ordinateurs à répondre à la place de l'homme pour aller plus vite et en efficacité, eh bien, il y a aussi une façon de les éduquer. Et donc, si on les fait éduquer uniquement par des hommes, on va, par un prisme, mettre un biais de genre dans la réponse des machines. Et donc, on a accès à quelle société voulons-nous? Est-ce qu'on veut construire la société de demain, l'intelligence artificielle de demain, sans les femmes?
C'est la question qu'on se pose. Je pense qu'on a à peu près tous, ici en tout cas, la réponse. On veut un avenir positif. On va continuer à en parler justement de cet avenir et de ces 20 ans d'Elle bouge dans un instant dans le cadre de cette journée internationale de l'éducation. D'abord, on fait un petit tour du côté de la planète tech. Images et vidéos, c'est le Zap, c'est le meilleur d'Internet et c'est toujours l'œil de Jean Martineau. Voilà pour le Zap et on est maintenant de retour sur le plateau de l'École du Futur, toujours en compagnie de notre invitée Valérie Brusseau. Je rappelle que vous êtes présidente d'Elle bouge. Juste avant, Valérie, de reprendre nos discussions, on va laisser place à la chronique de Benoît Grunemwald qui a une idée derrière la tech. Benoît, dans votre chronique aujourd'hui, vous souhaitez aborder les fuites de données personnelles. Vous nous en parliez en introduction, qui sont survenues durant l'année 2024. Vous nous présentez aujourd'hui donc une synthèse issue d'un an de travail mené au sein d'une association dans le secteur de la cybersécurité, le CLUSIF. Pour débuter, comment qualifieriez-vous l'année 2024 en termes justement de fuites de données ? Eh bien, malheureusement, c'est une année exceptionnelle par le nombre de fuites de données qu'il y a eu. On s'approche des 70, mais également par le volume de ces fuites. Et donc, ce sont des fuites majeures que l'on a recensées dans la presse, donc uniquement en source ouverte. Et cette estimation est malheureusement sous-estimée. Oui, effectivement, il y a eu énormément de cyberattaques durant l'année 2024, visant aussi bien, de ce que je comprends, les entreprises que les particuliers. Quelles sont justement les caractéristiques des fuites de données que vous avez étudiées ? Cette rétrospective ne porte que sur des entreprises françaises dont les fuites de données concernent l'état civil, c'est-à-dire le nom, le prénom, les données personnelles telles que définies par le règlement européen sur la protection des données personnelles. Et ça ne concerne pas, par exemple, des attaques qui seraient des rançongiciels, même s'il y a bien souvent des fuites de données associées. Est-ce que vous constatez des secteurs qui sont plus particulièrement touchés que d'autres ? Est-ce qu'il y a une tendance qui se dégage ? Alors, tous les secteurs, malheureusement, sont touchés. Le plus touché, c'est la grande distribution, le retail, le e-commerce. Ça représente à peu près 50% des fuites.
fuite. Et puis ensuite, il y a malheureusement les données de santé. Ça représente 20% des cas. On sait à quel point ces données sont sensibles. Le secteur des télécommunications, qui représente à peu près 9% des fuites. Malheureusement, quand il y a des fuites dans ce secteur-là, c'est énorme. Et puis les autres secteurs sont regroupés. Ça représente à peu près 20%. Alors, vous nous parliez tout à l'heure, vous nous disiez qu'il y avait environ 70 fuites de données en 2024. Mais le problème, c'est qu'on a du mal, en tout cas, à quantifier le volume des données fuitées, c'est ça? Oui, et les cybercriminels ne nous aident pas parce que quand ils propagent leur fuite, ils vont nous dire j'ai tant de noms, prénoms, etc. Ou alors ils vont nous dire j'ai tel volume de données. Donc on peut difficilement faire une somme, une synthèse de tout cela. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est qu'en 2024, il y a au moins 50% des Français qui ont vu leurs données fuiter. Ça, c'est conséquent. Alors, quelles sont les méthodes des attaquants pour perpétrer ces attaques? Est-ce qu'il y a un profil type? Je sais pas. Alors, malheureusement, il y a des méthodes qui sont très traditionnelles. Ça va être l'attaque directement sur la cible. On va avoir également la fraude interne, alors soit subie, soit voulue. Et puis ensuite, l'attaque de ce qu'on appelle la supply chain, donc les sous-traitants, notamment dans des attaques comme sur des cartes de fidélité. Eh bien, les grandes enseignes, les grandes surfaces n'ont pas eux-mêmes la gestion des cartes de fidélité, des cagnottes. Ils vont sous-traiter cela à un tiers et c'est ce tiers qui va se faire attaquer. Alors, comment réagissent justement les organisations qui sont touchées? Eh bien, il faut d'abord noter que ce sont des victimes, parce que quand vous vous faites attaquer, c'est qu'il y a un pirate qui est rentré dans votre système d'information et qui a exfiltré les données. Donc, ces entités vont déposer plainte, elles vont avertir la CNIL, et de là, il va y avoir toute une série, une suite qui va se mettre en place. Et d'ailleurs, on peut noter que dans le cas de Free, mi-janvier, il y a eu une arrestation d'un jeune de 16 ans, et ceci moins de 3 mois après la première attaque. Alors, qu'en est-il des données qui ont fuité justement? Où est-ce qu'on les trouve et à quoi elles servent aujourd'hui? Eh bien, on va les retrouver sur le Darknet, le fameux Darknet, sur des forums, voire sur des messageries comme Telegram. Les cybercriminels vont les mettre en vente et malheureusement, ces données vont servir à des attaques plus sophistiquées, notamment de l'hameçonnage à la fois par email, tel qu'on le connaît, mais maintenant par SMS et pourquoi pas en utilisant l'intelligence artificielle. Alors, pour écrire les hameçonnages, mais aussi pour avoir des personnalités qui vont se faire passer pour ce qu'elles ne sont pas et nous demander de l'argent. On a tous en tête, je pense, l'histoire malheureuse qui est arrivée à une personne qui est dénommée Anne et qui a subi une attaque d'un faux Brad Pitt. Un faux Brad Pitt, effectivement. Alors, où est-ce qu'on peut retrouver l'intégralité des livrables de votre groupe de travail, Benoît? Eh bien, ce groupe de travail a produit une conférence de 2h30 le 23 janvier. Elle est disponible en replay et c'est une conférence qui est longue, 2h30, mais très dynamique parce que chaque intervention fait à peu près une dizaine de minutes et veut être une synthèse de ce que l'on a vu durant l'année écoulée. Les dessous justement de l'année 2024 en termes de fuite de données, c'est avec vous. Merci beaucoup en tout cas Benoît pour cette chronique et on lance ensemble tous les trois tout de suite la deuxième partie du talk. Deuxième partie du talk toujours avec Benoît bien sûr et avec notre invitée aujourd'hui Valérie Brusseau. Je rappelle que vous êtes la présidente d'Elle Bouge qui fête ses 20 ans et vous êtes avec nous aujourd'hui en plateau pour justement cette occasion importante, celle de la journée internationale de l'éducation. On l'a dit et on ne cesse de le répéter. Sur ce plateau, vous êtes une actrice majeure du changement, et notamment avec Elle Bouge. Quelle politique publique vous souhaiteriez voir mise en place pour soutenir davantage les filles dans les STEM, dans les sciences, dans la technologie, l'ingénierie et les mathématiques? Eh bien, à l'issue de notre enquête nationale publiée l'an dernier, nous avons 4 grandes recommandations pour verser au débat public. Une première recommandation à l'attention du gouvernement, faire une journée nationale de déconstruction des stéréotypes de façon à ce que tous les prescripteurs d'orientation, que sont les parents, la famille, puissent être sensibilisés et faire en sorte que les petites filles choisissent, quand elles le souhaitent, les carrières scientifiques et techniques. La deuxième recommandation pour le personnel enseignant, mettre dans la formation de base une sensibilisation à la déconstruction des stéréotypes, de manière à ce que les sciences soient enseignées de la même manière entre les petites filles et les petits garçons. D'accord. La troisième, c'est à l'attention des écoles d'ingénieurs, une discrimination positive à l'entrée des écoles d'ingénieurs, avoir le même quota de filles qui présentent les concours et qui rentrent dans les écoles. Et la quatrième, c'est pour les entreprises, mettre en place une formation obligatoire aux stéréotypes et aux biais de genre, comme il y a les formations obligatoires à la sécurité.
Formation obligatoire à la sécurité, au biais de genre. Est-ce que l'une des options, des solutions aussi, pourrait être la formation justement au numérique? On voit fleurir de plus en plus des cours de code. Alors parfois dans le cadre d'activités extrascolaires, parfois aussi maintenant dans le cadre même du programme de l'éducation nationale. Est-ce que ça aussi, ça peut être une solution pour permettre à ces jeunes filles de se dire, en fait, la tech, c'est aussi pour moi? Mais la tech, c'est fait pour tout le monde, c'est ce que fait Elle Bouge, c'est ce que nos marraines font, c'est ce qu'elles expliquent. Et effectivement, le fait de démystifier les codes, de généraliser l'emploi de ces codes, de dire à quoi ils servent, quelle est l'efficacité liée à ces codes, de l'aborder par le fait de à quoi ça sert, c'est ce que font nos marraines, c'est ce qu'elles expliquent. Elles viennent expliquer pourquoi c'est important. En fait, cette codification, c'est juste des compétences techniques et c'est absolument pas des compétences genrées. Donc oui, c'est une façon de faire et c'est ce qu'on fait avec Elle Bouge. Est-ce que vous continuez à... Alors, il y en a eu un certain nombre ces derniers mois, mais à travailler avec le gouvernement pour amplifier vos actions? Oui, alors on a été auditionné par des commissions au niveau du gouvernement suite à l'enquête. Aujourd'hui, Elle Bouge et à 6 ministères de tutelle et nous sommes en étroite collaboration avec les autorités publiques afin de porter encore plus haut, plus fort le débat et accélérer la féminisation des carrières scientifiques et techniques, des ingénieurs et des techniciennes, puisqu'aujourd'hui il n'y a que 24% de filles dans les écoles d'ingénieurs et surtout dans l'industrie, il n'y a que 28% de femmes. Et malgré cela, et on en parle aussi régulièrement sur ce plateau, il y a une pénurie d'ingénieurs. Et il y a une pénurie d'ingénieurs. Et cette année, on n'a même pas atteint le numerus clausus dans les écoles d'ingénieurs. Et ça se traduit par moins 30% sur les garçons, mais surtout moins 60% sur les filles. Donc, c'est des métiers passionnants, c'est des métiers époustouflants, c'est des métiers dans lesquels on contribue à la société de demain. Donc, mesdames, mesdemoiselles, n'hésitez pas. La porte est grande ouverte. Alors aussi avec l'émergence de l'intelligence artificielle, est-ce que vous pensez que de nouvelles opportunités vont s'ouvrir pour les femmes dans la tech ou au contraire, ça peut représenter d'une manière ou d'une autre un danger? Alors l'intelligence artificielle, c'est un incontournable aujourd'hui pour les entreprises, pour notre société. C'est un enjeu d'efficacité collective. Avec l'aide des ordinateurs, on va plus vite, on a accès à une masse de données et on peut prendre des décisions avec discernement parce qu'on a beaucoup plus d'éléments qu'avec la seule intelligence humaine. Ouais. Et donc pour pouvoir entraîner ces machines, eh bien, il va falloir de plus en plus de gens pour coder, de gens pour les entraîner, de gens pour savoir si ce qu'elles disent est transférable. Et donc oui, on a besoin de femmes pour travailler autant que d'hommes. Donc il va y avoir une création de nouveaux métiers portés par l'intelligence artificielle. Et donc il va y avoir un appel d'air et un appel d'air aussi pour les femmes, pour faire en sorte que cette intelligence artificielle qui va être un aide à la décision dans notre société soit aussi conçue par les femmes. Donc vous avez une vision, de ce que je comprends, plutôt optimiste de l'arrivée, en tout cas de l'émergence, parce que c'est pas nouveau, de cette technologie ces derniers temps. Je pense qu'il faut avoir une vision optimiste, mais néanmoins il faut être lucide. Ces métiers ne sont pas ouverts spontanément aux filles. Elles ne vont pas aller naturellement vers ces métiers. Pourquoi ? Parce qu'elles sont confrontées à des stéréotypes qui sont renforcés par le fait qu'il n'y a pas encore beaucoup de femmes dans ces métiers. Et donc, elles ont un problème, les filles, d'identification et de projection. Donc, il faut d'autant plus, et c'est ce que font les marraines, elles bougent, et c'est ce qu'on fait en touchant 45 000 filles par an, plus de 1000 actions, c'est ce qu'on fait en allant leur expliquer et en allant encore démystifier et en orientant plus vers les métiers de demain. Et d'ailleurs, nous avons une opération qui s'appelle Elle Bouge pour demain, pour projeter justement Elle Bouge dans les métiers de l'intelligence artificielle, mais pas que. D'accord. Et l'an dernier, c'était seulement une journée, et devant le succès fou, cette année, nous allons avoir une semaine complète autour de ces métiers et pour sensibiliser les filles à ces enjeux. Là aussi, partout en France, j'imagine. Partout en France, partout dans les DOM et également à l'international. Alors justement, dis donc, mais c'est une transition parfaitement trouvée. L'internationalisation d'Elle Bouge, est-ce que c'est dans vos projets? Est-ce que c'est déjà le cas? Est-ce que j'imagine que certaines problématiques sont différentes aussi à l'étranger qu'ici? Alors, l'internationalisation d'Elle Bouge, c'est un des 4 axes stratégiques du conseil d'administration que je préside. D'accord. Donc oui, on est en train de se lancer, on a des POC. Et ce qu'on est en train de regarder, donc on aide nos entreprises adhérentes qui ont aussi des filiales à l'international. Et effectivement,
les biais ne sont pas tout à fait les mêmes. Par exemple, si on va dans des pays comme l'Inde, par exemple, ou le Maroc, en fait, cette possibilité d'accéder à des carrières scientifiques, à des rôles d'ingénieur, de technicienne, où on gagne bien sa vie quand même, voilà, c'est vécu comme un vecteur d'ascenseur social. Ouais. Et donc, du coup, les filles ne se posent pas de questions. Donc ça, c'est très, très important. Dans d'autres pays type ce bloc soviétique de l'Est, Europe de l'Est, sans faire de politique, la culture égalitaire est beaucoup plus présente. Il y a aussi toute l'Europe du Nord. Et donc, du coup, les filles ne se posent même pas de questions, dois-je y aller ou dois-je pas y aller, puisque ça ne fait pas débat dans l'éducation. Les maths sont accessibles à tout le monde. Donc, on est en train, avec Elle Bouge, de faire toute une planisphère des différents biais cognitifs d'accession. Et avec nos 350 partenaires entreprises, nous sommes en train de nous étendre à l'international pour continuer à porter nos actions, susciter des vocations et faire en sorte qu'il y ait plus de femmes partout dans le monde, dans les sciences et la technique. Comme quoi, ce n'est pas qu'un sujet français, effectivement, et le sujet est important puisqu'il est international. Journée internationale de l'éducation, aujourd'hui sur School TV. Merci infiniment d'avoir été parmi nous aujourd'hui dans le cadre de cette interview. Valérie Brosseau, je rappelle donc que cette année, c'est les 20 ans d'Elle Bouge. Je pense que vous serez, bien sûr, enfin en tout cas, vous êtes la bienvenue pour continuer à nous en parler et apporter ce message-là dans l'émission. Merci aussi à vous, Benoît, d'avoir été notre chroniqueur aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à la régie. Et puis nous, on se retrouve demain, dès 12h30, toujours sur School TV. D'ici là, prenez bien soin de vous.